Donc finalement, on voit la dernière partie du chapitre 1 et on va revoir un petit peu ce que l'on avait fait lors de la dernière séance où on avait parlé des montages de résistance série parallèle. Enfin, que série et que parallèle. Là, on va un peu compliquer les choses. Donc, pour ceux qui avaient eu un peu de mal, puisque j'ai eu des retours là-dessus de la semaine dernière, bah ça va continuer, mais vous allez voir, finalement, il n'y a que 4 ou 5 montages types. Donc une fois qu'on a compris de quoi il s'agissait, bah, après on applique les formules que l'on connaît déjà par la séance précédente, donc la répartition des tensions et des intensités dans les groupements, que ce soit parallèle ou que ce soit série, enfin les groupements de résistance parallèle ou série. Rappel les vidéos, la vidéo complète du cours, c'est la 3e partie du chapitre 1, donc la 031. Et pour ceux qui suivent le cours, sur le PDF, c'est page 44. Et donc, c'est le paragraphe 1.8. Alors, et on commence par les fiches de synthèse. Donc, il y a 2 fiches de synthèse qui sont en fait les exemples que vous avez ici sur ce chapitre, le 1.8. Donc, premier exemple, c'est mon pont de Wheatstone dont j'ai déjà parlé. Donc, il y a ces ponts de Wheatstone. Je rappelle, hein, donc on a, ce sont en fait deux groupements de résistance en série qui partent ici d'un point d'alimentation, et un pont de Wheatstone équilibré, c'est un pont de Wheatstone où la tension est égale de chaque côté de la branche. Si la tension égale est égale de chaque côté de la branche, si je dispose un fil entre ici et ici, je devrais passer en panoramique, ce sera mieux. Donc entre ici et ici, donc si je n'ai pas de tension entre ces deux points, si je relie ça par un fil, évidemment je n'aurai pas d'intensité, puisque ma loi d'Ohm me dit que la tension c'est égal à la résistance multipliée par l'intensité. La résistance ici, elle est nulle. Comme je n'ai pas d'intensité, bah, ma tension aussi sera nulle. Donc, alors que si j'avais eu, si c'était déséquilibré, de ce fait, j'aurais eu une partie du courant qui aurait pu passer entre les deux branches. Pour que le pont de Wheatstone soit équilibré, donc que j'ai une tension identique de chaque côté, il faut que dans mes deux branches, les résistances soient complètement proportionnelles, puisque ma tension est proportionnelle, enfin la répartition de tension est proportionnelle à la valeur des résistances. Pour que j'ai bien ici égalité de tension, il faut ici que j'ai de la même manière la même répartition de tension entre les deux. Alors évidemment pas les mêmes résistances, puisqu'on voit bien c'est pas les mêmes résistances, mais en même temps quand on regarde cet ensemble, on voit que la résistance de 80 ohms elle est 4 fois supérieure à celle de 20 ohms. Voilà. Et de ce fait, ma résistance ici pour obtenir la même tension sur l'autre branche, il faut qu'elle soit
4 fois plus importante. Et donc, 4 fois plus importante, 4 fois 4, 16. Autre manière de voir les choses, ici, et qui donne le même résultat, heureusement, ici on a une résistance de 20 ohms, ici une résistance de 4 ohms, donc ici j'ai divisé par 5, et donc il faut que je divise par 5 mes 80. Donc je fais 80 divisé par 5, et ça me donne aussi 16. Donc ça c'est une manière empirique. La deuxième manière, c'est d'utiliser le produit en croix. On l'a déjà vu dans la première séance de technique. Le produit en croix, c'est quoi? C'est mes histoires de rapports proportionnels. Et donc, pour calculer ici la valeur, à partir des 3 éléments qu'on connaît là, eh bien, il faut faire 80 multiplié par 4, c'est-à-dire le produit de la deuxième diagonale divisé par la valeur inverse, c'est-à-dire celle-ci. Donc je fais 80 fois 4, ce qui me fait 240. 240, non, 320, pardon. 80 fois 4, 320, divisé par 20, ça me donne 16. Alors évidemment, je peux le faire à la calculette, hein, ça marche aussi. Mais voilà, donc on peut le... Voilà, il y a plusieurs méthodes, soit une méthode un peu empirique, ou alors la méthode ici du produit en croix, qui est sûrement la plus rapide et peut-être celle qui, voilà, où il n'y a pas d'embûche, ça marche à tous les coups. Là, la valeur à connaître est ici, mais si la valeur à connaître est celle de 20 ohms, eh bien on fait cette valeur ici, multipliée par celle ici, donc la deuxième diagonale, divisée par la valeur inverse qui est ici. Et d'ailleurs, si je le fais, je fais 80 fois 4, donc ça me fait encore 320, que je divise par 16, 320 divisé par 16, alors j'utilise peut-être ma calculette, mais donc 320 divisé par 16, ça me donne 20, donc c'est encore cette même valeur. Donc voilà, vous voyez, on retrouve toujours ces mêmes valeurs. Donc ça, c'est le pont de Wheatstone équilibré. Il y a quelques questions dessus, on en a repéré un certain nombre dans les questions posées par la NFR. La deuxième type de question, c'est en fait ce que j'appelle moi des questions sur un pont diviseur, c'est-à-dire que vous avez ici une résistance dont on connaît ou pas la valeur. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs types de questions, vous allez voir. Là, en l'occurrence, on la connaît. Et donc là, on demande quelle est la valeur de l'intensité ici dans cette résistance. Donc ici, ce sont des résistances en parallèle. Et quand je suis en parallèle, la répartition de l'intensité est inversement proportionnelle aux résistances. Donc voilà, j'ai tout un cheminement à faire pour arriver à mon résultat. Et donc, la première chose, c'est évidemment de calculer l'intensité totale qui va passer dans mes deux branches. Et donc l'intensité totale qui va passer ici. Et après, cette intensité totale, je vais la répartir au prorata inverse des résistances. Donc, cette intensité, donc I est égal à U sur R, donc U 24 volts, R 2 kOhm, donc je fais 24 divisé par 2000, ça me donne 0,012, donc 12 milliampères. Donc on le note quelque part sur notre feuille de brouillon, évidemment. Ensuite, on va s'attaquer ici à la résistance totale de cet ensemble, calculer cette résistance totale. Et donc la résistance totale, c'est produit divisé par somme.
Donc 3 fois 5, divisé par 3 plus 5, donc c'est 15 divisé par 8. 15 divisé par 8, c'est un tout petit peu moins de 2 kOhm, 1,875 kOhm. Et puis après, on calcule l'intensité dans cette résistance, c'est-à-dire que c'est l'intensité totale, les 12 mA, multiplié par la résistance totale, donc les 1,875, et divisé par 5. Et donc, quand on pose cette opération sur sa calculette, évidemment, on n'essaye pas de le faire de tête, eh bien, on trouve 4,5 mA. Alors, la majorité des questions, quand on a ce genre de schéma, ça va tourner autour du calcul de l'intensité dans une des deux résistances. Voilà, c'est, en règle générale, c'est ça. Mais il peut y avoir aussi des questions où on vous donne l'intensité et on ne vous donne pas ici la résistance. Et la question c'est, quelle est la valeur de cette résistance? Et c'est typiquement là, ici, cette question. Alors là, dans cette question numéro 3 que vous retrouvez ici dans le cours, on vous demande de calculer l'intensité dans R1 et R1, mais évidemment, à l'examen, on va vous demander l'un des deux, pas les deux. Voilà, donc voilà. Donc vous remarquez que c'est le même schéma. À la différence, c'est que ici, on vous donne déjà l'intensité totale. Et cette résistance-là, on s'en fout un petit peu. Elle n'existerait pas, que ça ne changerait rien du tout au problème. Puisque la question, c'est toujours savoir la répartition. Et là, c'est plus simple, dans le sens où finalement, on n'applique que la loi des nœuds et des mailles dans ce cas-là. Je m'explique. Donc, on a nos 300 mA ici. Dans cette résistance-là, on va calculer la valeur de l'intensité qui passe dans cette résistance. L'intensité, ça va être quoi? Ça va être I est égal à U sur R, donc U divisé, donc U, donc 12, divisé par 100, ce qui me fait 0,12, et donc 120 mA. Donc s'il passe ici 120 mA, automatiquement, dans R1, il va passer 180 mA. Ça, c'est ma loi des nœuds. Des mailles, pardon. Chaque fois, je me plante. Donc ça, c'est la loi des mailles qui me dit que l'intensité, soit elle passe dans cette résistance ici, ou dans la résistance là. Mais il ne peut pas y en avoir qui passe ailleurs. Ou il ne peut pas non plus y en avoir en plus. Ça, c'est tout simplement impossible. Donc finalement, elle va se répartir. On sait qu'il y a 180 mA qui vont passer là. Et bien ici, il y aura 120 mA. Et quelle est cette valeur de cette résistance? J'ai 12 volts et 120 mA, 180 mA, pardon. Je vais avoir R est égal à U sur I, donc U 12 divisé par 0,18 ou 180 multiplié par 10 puissance moins 3. Et donc 12 divisé par 0,18, je prends ma calculette parce que de tête, voilà, je préfère pas tenter, et ça me donne 66,7 ohms, ou, alors je ne sais pas comment va être présentée la réponse dans les questions ANFR, mais ça peut être donc 66,7 ohms ou 0,667 kOhm, histoire de vous embrouiller la tête et de vous perturber, parce qu'évidemment, dans la réponse fausse, vous allez avoir 0,667, vous en êtes certain. Pour ceux qui auraient soit répondu trop vite ou auraient oublié un zéro quelque part, ou rajouté un zéro quelque part. Voilà, donc il y a relativement peu de questions de ce type-là. La plupart, c'est plutôt
sous cette forme-là. Voilà, mais il y a un peu de tout, hein. Et il y a un troisième type de questions qui sont les calculs de résistance équivalente d'un réseau, ce que j'appelle un réseau complexe. C'est un mélange de résistance en série et en parallèle. Et donc, pour arriver à déterminer la valeur de cette résistance équivalente, eh bien, en fait, il faut essayer de calculer à chaque fois la valeur équivalente du réseau le plus élémentaire. Donc là, serait le maillon le plus petit, il est ici. Et donc la résistance équivalente de ces deux résistances, donc 150 et 250, on va supposer que c'est des ohms, mais c'est pas certain. Donc là, on fait produit sur somme. Donc 150 fois 250 divisé par 150 plus 250, donc 400. Et donc ça me donne 93,75. Le deuxième étape, je rajoute cette résistance-là. Et donc celle-là, ça me fait une résistance de 75 ohms en série avec une résistance de 93,65 ohms. Donc je fais l'addition des deux. Et ça me donne 168,75. Troisièmement, j'ai aussi ici un élément élémentaire, je dirais, justement. Donc un ensemble élémentaire. En fait, c'est un peu la même idée que celui-ci, que j'aurais pu faire ici en deuxième. Peu importe, après l'ordre dans lequel vous faites les calculs. Hein. Donc là, 30 plus 80 égale 110. Je ne sors pas ma calculette. Mais l'ensemble ici, c'est donc en parallèle. Donc 110 est en parallèle avec mes 168,75. Et voilà, donc je reprends ma bonne formule. Donc produit sur somme. Produit donc 168,75 multiplié par 110, divisé par 168,75 plus 110, ce qui me fait 66,59 ou 67. Voilà. Donc, et dernière opération, j'ai ma résistance ici de 100 ohms, qui va être donc en série avec une résistance globale ici de 67. Donc 100 plus 67 égale 167, ça. Cette dernière opération, elle est assez simple. Mais voilà. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose de très complexe. En règle générale, on ne va pas jusque-là dans les questions d'examen. Mais voilà. Donc une fois qu'on a bien compris ce système-là, on devrait s'en sortir. Et évidemment, ça peut faire aussi 66 700 milliohms. Mais voilà, enfin 167 600 milliohms, mais voilà, la question, ne va pas porter sur les 167 ou 166,59, hein, ça va porter plutôt sur une erreur dans un des calculs où, par exemple, dans les réponses proposées, on peut avoir 67 ohms, au cas où on oublie au final d'ajouter aux 67 ohms de l'ensemble numéro 4 les 100 ohms qui sont là. Voilà. Ou 168,75 en pensant peut-être que voilà, ceux qui se seraient arrêtés là et voyant la bonne réponse, ils auraient cliqué peut-être un peu trop vite. Voilà. Mais voilà le type de questions que l'on peut avoir. Donc vous voyez, c'est assez... voilà, il y a relativement peu de cas de figure, mais il y a quand même plein de questions. Et on va les voir. Donc là, on va faire ce soir 2 séries. La série numéro 37, ce ne sont que ces groupements complexes et ces autres montages. Donc voilà. Et puis, dans les séries de progression sur examen,
il y a 3 séries de progression qui reprennent tout le programme de technique depuis le début, donc tout le chapitre 1 finalement. On va ne faire que la série 38 ce soir. Et on est parti. Alors je vais regarder si j'ai bien ma calculette en route. Est-ce que je l'ai? Yes. Donc j'ai toujours Calque S. Donc on va la lancer. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Lancer ça gentiment. De toute façon, je n'ai pas besoin. On va toujours avoir. Ce sont les 4 types de schémas, donc ça va être relativement simple. On est parti. Donc on commence par. Alors, hop, comme ça revient là. Voilà. On commence par les groupements de résistance. Voilà, j'ai commencé par ça dans les exercices. C'est un petit peu un ordre différent de ce que l'on a dans le cours, mais ça reste dans le même paragraphe. Donc voilà un réseau de résistance, ce que j'appelle les réseaux complexes. Donc là, 28 et 24 en parallèle avec une résistance de 10 ohms. Donc on va commencer à calculer la résistance équivalente de ce petit ensemble pour ensuite ajouter la résistance de 10 ohms qui est ici. Donc là, tout simplement, je fais produit sur somme, donc 8 fois 24, et je divise par, alors 8 plus 24, que je peux faire comme ça, 8 plus 24, que je ferme la parenthèse, ça me donne 6. Alors pour ceux qui sont un peu trop rapides, vous voyez qu'il y a le 6 ohms qui est ici, mais n'oubliez pas qu'il y a cette résistance en série, qui est donc avec cette résistance de 6 ohms, et 6 plus 10, ça me fait 16. Donc la résistance, c'est cette valeur 16 qu'il faut évidemment répondre. Ici, 3 résistances de même valeur. Si j'ai 3 résistances de même valeur, la résistance équivalente, c'est donc divisé par 3. Donc ça me fait 120 divisé par 3, ça me fait 40. 40 plus 47, ça me fait 87, pardon. Voilà. Les autres réponses, je ne vois pas trop ce que c'est, mais bon. Si, ici, 447, ça doit être même pas. 3 fois, ça me fait 360. Moi, je sais même pas ce que c'est que ce 447. Ce n'est pas grave, on passe. De toute façon, c'est pas une bonne réponse. Voilà, alors ça, c'est une question de la base de données ANFR, hein, quand elle est présentée comme ça. On va essayer de la faire rapidement de tête, mais sinon, on va le faire aussi à la calculette par la suite. Ici, on voit qu'il y a 2 résistances équivalentes, ici, de valeur égale. Donc, la résistance équivalente de ces 2 résistances, c'est 5 ohms, puisque je divise par 2, j'ai 2 résistances. Ces 5 ohms, en parallèle avec une résistance de 5 ohms, ça me donne 2,5 ohms. Je redivise encore par 2. En série avec une résistance de 2,5 kΩ, donc en tout, ça me fait 5 kΩ. Mais je peux le faire aussi de manière, avec ma formule. Ici, j'ai 3 valeurs, donc il faut que j'utilise la formule de base. Donc la formule de base, je rappelle, c'est l'inverse de la somme des inverses. Et ça, je fais donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 10, plus 1 divisé par 5, plus 1 divisé par 10. Je ferme ma parenthèse, et au miracle, ça me donne encore 2,5, évidemment 2,5 kΩ. Tout est en kilo-ohms, donc j'ai pas trop à me soucier.
C'est plutôt si je n'avais pas le même multiple, où là, il aurait fallu que je fasse attention. Mais je suis dans le même multiple, donc ça ne me gêne pas. Voilà, 5 kOhm, suivant. Encore une résistance équivalente. Donc ici, l'élément le plus élémentaire, c'est celui-là. Donc 5 plus 1, ça me fait 6. 6 kOhm. 6 kOhm en parallèle avec une résistance de 2 kOhm. Alors on y va. 6 fois 2 divisé par 6 plus 2, je pose pas, je divise par 8 directement, c'est plus simple. Et là, ça me donne donc 1,5. 1,5 en série avec 0,5, ça me donne encore 2. Et donc là, mes 2 en parallèle avec 6 kOhm, bah, ça me redonne encore 1,5. C'est pas la peine que je repose la formule. Et donc la réponse c'est 1,5 kOhm. Encore une résistance équivalente. Alors on peut, si on le souhaite, alors on va essayer de faire un truc un peu plus, on va le faire de manière un peu plus empirique. Donc 120 et 120, ça me donne 60 ohms. 60 ohms en parallèle avec une résistance de 180. De toute façon, la valeur définitive, ça va être inférieur à 60. Ça, on le sait, puisque la résistance équivalente de ce type de résistance, c'est toujours inférieur à la plus petite des valeurs. La plus petite des valeurs est ici donc non pas 120 mais 60, puisque ça et ça en parallèle, ça me donne 60. Donc ici, ça va me donner quelque chose d'inférieur à 60. On va dire, à vue de nez, je le sens bien aux alentours de 50. Ce 50, il va être, on rajoute donc 100 pour être, pour calculer la résistance équivalente puisqu'elle est en série. Et alors, j'ai pas 150, mais j'ai quelque chose qui est quand même pas loin, qui est 145. Donc, je pense que c'est ça. On va faire quand même le calcul. On va faire le calcul quand même. Donc là, alors deux solutions, soit je prends 180 divisé par 60, multiplié 180 multiplié par 60 divisé par 240, hein, donc 60 plus 180, ça me donne 145 plus mes 100, donc 145, mais je peux aussi utiliser ma formule que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire l'inverse de la somme des inverses, et là je fais 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 120, plus 1 divisé par 120, plus 1 divisé par 180. Je ferme ma parenthèse, j'ai pas besoin de la fermer, le système va comprendre que c'est la fin de la formule et me donner la valeur tout de suite. Donc vous voyez, on retrouve encore 45 plus mes 100, ça me donne donc 145. Voilà, on a utilisé plusieurs manières. Maintenant, à vous de voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Encore une résistance équivalente assez simple, 10 et 15. Alors 10 et 15, moi je connais un peu la réponse parce qu'à force, c'est toujours un peu les mêmes valeurs. Donc 10 fois 15 divisé par 25, ça me donne 6. 6 plus 25, ça me donne 31. 31, les voilà. Voilà, on sait, enfin, moi je sais que si j'ai 10 et 15, ça me donne 6. À force, on connaît toutes les résistances équivalentes, donc on n'a plus besoin de ressortir la calculette. Alors, maintenant, 330 et 100. Donc 330 et 330,
On va essayer de le faire de manière empirique. 330 et 330, ça me donne 165. 165 et 100, ça doit me donner dans les... Allez, 70, 80, 70, on va dire. 60, 70. 60, 70, plus 100, ça me fait 162. Est-ce que j'ai un 162? Yes. Enfin, 160, j'ai 162, ça me va. Ça ne peut pas être 250, puisque 250, ça peut être qu'inférieur ici à 100. Donc ça serait du coup inférieur systématiquement à 200. Donc les deux valeurs ici, 250 et 324, c'est pas possible. Et 86, c'est pas possible non plus, puisque cette résistance, elle a au moins ici la résistance qui est en série avec cet ensemble-là. Donc elle ne peut être que supérieure à 100. Donc finalement, par élimination aussi, on peut voir que la seule réponse possible, c'est 162, sans même faire de calcul. Résistance équivalente 10, 12, 18, on va essayer d'avoir le même raisonnement, donc 10, 12, 18, ça ne peut être que compris finalement entre 10 et 20. Enfin, 10, ça ne peut être qu'inférieur à 10, donc inférieur à la plus petite de la plus petite valeur. Donc ça ne peut être qu'inférieur à 10 plus 10, donc 20, et ça ne peut être que supérieur à 10. Alors qu'est-ce qu'il y a compris entre 10 et 20? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 10,5 et 14,2. 10,5, ça me semble bien faible, parce que voilà, il n'y a que 3 résistances qui ne sont pas des résistances très faibles. Voilà, donc je pencherai plutôt sur le 14,2. On peut s'amuser à faire les calculs, on va le faire d'ailleurs, histoire de s'entraîner. Donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 1 divisé par 10 plus 1 divisé par 12 plus 1 divisé par 18. Voilà, 4,18. Donc arrondi à 4,2 plus mes 10, ça me donne donc mon 14,2. Je ferme ma parenthèse quand même, ça fait plus propre. Alors, la puissance dissipée par ces 3 résistances est de 50 watts. Quelle est l'intensité I? Alors, ça, c'est une question à tiroir. C'est-à-dire que donc j'ai la valeur des résistances, la puissance, et donc il va falloir que je calcule la résistance équivalente et à partir de là, trouver la formule dans la loi de Joule, en l'occurrence, qui va bien et qui va me donner ici l'intensité en fonction de la résistance et de la puissance. Donc on va commencer par calculer la résistance équivalente. Résistance équivalente 50 et 50 en parallèle, donc je divise par 2. Et donc 50 divisé par 2, 25. 25 en série avec une résistance de 25, donc ça donne 50 ohms. Donc cet ensemble-là mesure 50 ohms. Quelle est l'intensité? Donc là, il faut que j'aille chercher dans mes triangles de la loi d'Ohm, un triangle où j'ai à la fois l'intensité, ici, la puissance et la résistance. Donc c'est cette formule-là que je vais appliquer.
qu'il faut que vous ayez en tête, et si vous ne l'avez pas en tête, il faut que vous l'ayez écrite sur votre feuille de brouillon, pour l'avoir toujours sous les yeux, pour ne pas paniquer le jour de l'examen. Et donc l'intensité, qui est donc ici, comme ici elle est au carré, le résultat c'est la racine carrée. Et donc cette valeur ici, intensité, c'est la racine carrée de P divisé par R. P 50, R 50. Donc racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc c'est 1 ampère. Alors, pouf, j'arrive où avec mon truc. Voilà. On revient à nos résistances équivalentes après avoir vu une petite digression là sur ces valeurs. Résistance équivalente. Donc ici, donc on commence par calculer ici la valeur équivalente de cet ensemble-là, donc 250. Donc ce qui me fait, bon, a priori ça doit me donner quelque chose aux alentours de 40, je le sens bien. Donc 200, j'aurais dû déjà effacer tout ça. 200 multiplié par 50 divisé par 250, donc 200 plus 50, ça me fait 40. C'est bien ce que je pensais. En série avec cette résistance de 10 ohms, ça me donne donc, encore une fois, 50. Et quand on regarde résistance ici équivalente de une résistance ici, l'ensemble fait 50 et ici 200, on vient de le calculer à l'instant, ça me fait 40. Donc revoilà mes 40. On en arrive maintenant aux questions sur sur mon pont de Wheatstone équilibré. Là en l'occurrence, on me dit la tension entre ces deux points-là, elle est nulle, 0 volts. Comment faire pour équilibrer ce pont de Wheatstone et faire en sorte que ici j'ai la même répartition de tension sur cette branche et sur cette branche? Eh bien c'est en ayant le même prorata de résistance. Ici donc 8, le plus simple c'est parce que les prorata, c'est les prorata les rapports réciproques, ça marche dans ce sens-là, mais aussi donc ça marche en horizontal, mais ça marche aussi en vertical. Donc faut chercher quel est celui qui est le plus facile. On voit ici que 4, là en fait on multiplie par 2 quand on va dans ce sens-là. Donc de 4 à 8 on multiplie par 2, et donc ici de 7, 5, il va falloir multiplier par 2 pour arriver là. Et donc ça me fait 15. Autre manière donc ça c'est la manière je dirais empirique. Alors évidemment on peut aussi s'amuser de trouver le rapport entre 4 et 7,5, qui est quand même un peu plus tordu, mais voilà, ceux qui veulent s'amuser, ils peuvent s'amuser comme ça. Et donc moi je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les valeurs de la deuxième diagonale. Donc c'est 2, puisque mon inconnu est ici. Donc ce que je multiplie, ce sont les deux valeurs qui sont là. Donc 7,5 fois 8. Et je divise par la valeur opposée, donc par 4. Et on y va. Alors, 7,5 fois 8 divisé par 4. Ça me fait 15. C'est bien ce que j'avais calculé tout à l'heure de manière empirique. Heureusement. Bon, c'est exactement pareil. La différence, c'est que là, le schéma, on l'a
On lui a fait faire un quart de tour, mais et là, ce n'est plus une tension, c'est de l'intensité, mais si on dit que I égale 0, nécessairement, ça veut dire que la tension est nulle, elle aussi. On remarque que ce sont les mêmes valeurs, d'ailleurs, au passage. Donc, voilà, 4 et 8, et ici 7,5, et donc 15. On va pas recommencer le calcul. Il est écrit ici, 7 fois 5, enfin 7,5 fois 8 divisé par 4. Ça me fait 15. Revoilà mon 15. Quand même une autre valeur. Quel est le rapport le plus simple? Je pense que c'est ici un rapport vertical. Donc on voit bien ici, on a multiplié par 5. 300 fois 5, ça fait 1500. Et donc il faut que je multiplie par 5 ici. Et donc de 2 kg, ici j'arrive à 10 kg. 10 kg ohm. Alors on va le faire avec le produit en croix. Ça va être aussi, ce sont partout des kilo ohms, donc je vais utiliser toujours mes kilo ohms et mon résultat sera en kilo ohms. Donc la valeur ici c'est 2 fois 1500 et je divise par 300. Et coup de chance, ça me donne encore 10. Voilà. Et pour les gens qui sont très tordus, eh bien, faut trouver le rapport ici entre 300 kg et 2 kg, donc il faut diviser par 150. 150, je prends 1500, je divise par 150, et ben ça me donne encore 10. Voilà. Donc, voilà. On peut le prendre dans tous les sens, ça va toujours me donner la même réponse. Et on voit maintenant le troisième type de question. Voilà, on a un peu vu tout à l'heure. Donc ici, une résistance, mais qui finalement ne sert à rien, ici, dans ce schéma-là. On a 30 mA qui vont passer dans ces deux résistances-là, et on demande donc la valeur de la résistance R1. Bah, on va d'abord calculer l'intensité qui passe dans cette résistance-là, puis par différence, bah, on saura quelle est l'intensité qui passe dans cette résistance R1 qui est ici, puisque la question c'est donc calculer I de R1, donc calculer l'intensité qui passe dans R1. On y va, donc l'intensité qui va passer dans ma résistance, là, I est égal à U sur R, donc U24, que je divise par 1 kilo ohm,2, donc 1200 ohms. 1200 ohms, ça me donne donc, ici c'est marqué 20 10 puissance moins 3, donc 20 milliampères. 20 milliampères qui passent ici dans cette résistance, donc dans la deuxième résistance, bah c'est la différence, c'est-à-dire qu'il passe 10 milliampères. Vous remarquez que dans les réponses, il y a 20 milliampères au cas où bah, vous répondiez un peu trop rapidement, sans aller jusqu'au bout du raisonnement. Exactement la même question. Donc là, c'est 12 divisé par 1000. Bah, 12 divisé par 1000, vous n'allez peut-être pas prendre votre calculette, mais ça fait 12 milliampères. 12 milliampères, j'ai déjà 20 ici sur l'ensemble, donc il ne va passer, finalement, il reste que 8 milliampères à passer par la résistance R1. C'est la différence entre mes 20 milliampères total, moins les 12 milliampères qui passent dans cette résistance-là. Alors là, ça fait un peu plus tordu, là. On demande l'intensité totale qui va passer dans l'ensemble.
Donc l'intensité totale, c'est finalement ce qui va passer dans cette résistance ici de 3 kilo ohms, et aussi l'intensité qui va passer ici dans la résistance de 2 kilo ohms. Hein, ce sont ces deux, ça va être les deux intensités qui vont donner l'intensité totale qui vont passer ici. Et donc, ils vont passer dans cette résistance de 3,3 kilo ohms, mais la valeur de cette résistance ne sert strictement à rien, puisque quelle que soit la valeur de cette résistance, eh bien, de toute façon, l'intensité va être répartie ici au prorata inverse des résistances. On va essayer de faire ça un peu de manière intuitive, je dirais. Si ici ma valeur de résistance est inférieure à cette deuxième valeur, ça veut dire que le courant ici va être supérieur à 5 mA. Et que donc l'ensemble sera du coup supérieur à 10 mA. Et donc toutes les valeurs égales ou inférieures à 10 mA, je peux les éliminer. Finalement, il me reste plus que celle-là. Donc, c'est même pas la peine de faire un calcul. Intuitivement, empiriquement, on sait que 10 mA, c'est pas possible, puisque ça ne peut être que supérieur à 10 mA. Voilà. Donc on peut, maintenant on va essayer de la calculer, cette valeur, cette intensité. Il y a plusieurs méthodes. Alors, on va en prendre une. Je ne sais pas si c'est celle qui aura été retenue dans le corrigé, mais voilà, on peut avoir plusieurs types de raisonnement. On va déjà commencer par calculer, par exemple ici, la tension aux bornes de la résistance. Connaissant la tension aux bornes de la résistance, on aura donc cette même tension ici sur la deuxième résistance. Et comme j'ai la résistance et la tension, je vais pouvoir calculer l'intensité. Donc ici, 3 kilo ohms, 5 milliampères. On peut le faire alors, donc U égale à RI. Donc R, 3 exposant 3, multiplié par I, donc 5 exposant moins 3. Et ça me donne donc 15. Donc c'est 15 volts. Ces 15 volts, appliqués à ma résistance ici de 2 kilo ohms, quelle est l'intensité? Donc I est égal à U sur R. Donc U met 15 volts. Donc 15. Ah, non. 15 divisé par R, 2000 ou 2 kilo ohms comme on veut. Et donc ça me donne 7,5 milliampères. 7,5 milliampères plus 5 milliampères égale 12,5. Voilà, donc on a bien répondu. De toute façon, encore une fois, les trois autres réponses là n'étaient tout simplement pas possibles. Alors, une autre. Calculer, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, 30 milliampères, 24 volts, 1 kilo ohm. Donc ici, j'ai 24 milliampères. Je ne refais pas la démonstration avec la calculette, mais voilà, ça va toujours marcher de la même manière, une fois que vous avez compris le truc. Donc là, 24 milliampères, 30 milliampères moins 24 milliampères, ça me fait donc 6 milliampères, que voici, que voilà. Alors je regarde quand même les questions sur le chat. Voilà. Ouais, alors il y a Alex petite remarque très judicieuse, sur tous les ponts de Wheatstone, il n'est pas indiqué de tension.
Et donc, par conséquence, si j'ai pas de tension, bah, je vais avoir mes deux branches qui vont être du coup à la même tension, donc n'importe quelle résistance pourrait faire l'affaire pour équilibrer mon pont. Mais voilà, je pense que la NFR oublie systématiquement un détail, c'est que effectivement, il faut, pour que le problème fonctionne, que mon pont de Wheatstone soit alimenté. S'il n'est pas alimenté, encore une fois, n'importe quelle valeur va pouvoir marcher, puisque de toute façon, j'aurai pas de tension. Et j'aurai pas d'intensité non plus, puisque c'est pas alimenté. Voilà, donc bonne remarque, mais voilà, je pense que c'était pas ce que demandait la NFR. Une autre, alors ça c'est une question de la base de données à NFR, donc peut-être un peu plus tordue parce que les valeurs voilà, sont moins évidentes, tout au moins on peut pas les faire trop de tête, enfin, c'est un peu plus tordu. Donc ici, calculer l'intensité qui passe dans cette deuxième résistance, c'est donc 9 fois 9. Donc I est égal à U sur R, hein, divisé par 3,3 kOhms. Donc là, je vais les mettre en ohms, donc 3300 ohms. Ça me donne donc 3 milliampères. 3 milliampères moins les 15 qui passent sur l'ensemble, moins les 18 pardon qui passent sur l'ensemble, ça me donne 15 milliampères. Alors là, celle-là, elle est assez tordue, mais bon, c'est un peu toujours dans le même esprit. Là, maintenant, c'est calculer la tension totale. Donc la tension totale, c'est cette tension que l'on a ici sur nos résistances, plus la tension qu'on va avoir ici sur cette deuxième résistance, enfin sur cette résistance ici en série avec l'ensemble. Donc il va falloir commencer par calculer l'intensité qui passe ici dans cette deuxième résistance. On l'a déjà fait tout à l'heure. Et connaissant l'intensité, on va connaître ici la tension aux bornes de la résistance là. Et puis évidemment, on va rajouter la tension aux bornes de ces deux résistances en parallèle. Donc ma tension sur ces deux résistances en parallèle, c'est donc 3000 ohms multiplié par 5 mA, c'est 15 volts. On l'a déjà calculé tout à l'heure. 15 volts, appliqué à ma résistance de 2000 ohms, ça me donne donc mes 7,5 mA. On l'a déjà calculé tout à l'heure encore une fois. 7,5 plus 5, ça me fait 12,5 mA. Appliqué à ma résistance de 2000 ohms, ça me donne donc 12,5 volts plus les 15 volts que j'ai ici. Donc ça me donne 27,5 volts. Vous remarquez que, bon, tension infinie, c'est tout simplement pas possible. 15 volts, c'est la tension que j'ai juste sur cette résistance, enfin sur ces résistances ici en parallèle. Et 12,5 volts, c'est juste la valeur ici de la tension sur cette résistance. Mais en tout cas, pas la tension sur l'ensemble. Puisque là, on demande bien la tension sur cette résistance, plus ici cette résistance. Ça, c'est la loi des mailles. Donc, vous voyez que même sans trop de calcul, on arrive à retrouver la bonne valeur. Une autre question, alors là maintenant ce n'est plus l'intensité, c'est la valeur de la résistance. Et on va essayer de raisonner un petit peu. Ici on a 15 mA. Si on a 15 mA ici, on les a aussi à l'entrée du circuit. Donc la résistance qui est indiquée ici, elle ne sert strictement à rien.
Voilà. Ici, nous avons 5 milliampères. Ce qui veut dire que sur cette résistance-là, on a 10 milliampères. Ce qui veut dire que cette résistance-là voit passer 2 fois plus de courant que la résistance de 1000 ohms. Si elle voit passer 2 fois plus de courant, c'est qu'elle est 2 fois plus faible. Et donc, 2 fois plus faible que 1300, c'est 1,5 kOhm ou 1500 ohms. Voilà, donc on peut le faire. Alors, vous avez répondu, je continue. On peut le faire de manière plus académique en utilisant la loi d'Ohm. Par exemple, en sachant ici la tension, donc 5 milliampères et 3000 volts et 3000 ohms, on l'a déjà vu, ça fait 15 volts. 15 volts, et pour avoir une résistance de... quand on a une intensité de 10 milliampères dans une résistance qui a une tension de 15 volts, quelle est la valeur de la résistance? Donc R est égal à U sur I, et donc je fais 15 volts divisé par 10 milliampères, donc 0,1 divisé par 0,1, et ça me donne donc 1,5 10 puissance 3. Donc mes fameux 1,5 kOhm. Je retrouve bien à chaque fois mes valeurs. Je peux le faire de plusieurs manières possibles, soit de manière empirique ou pas. On va valider. Yes. Heureusement, on a tout bon. Et on va faire la deuxième série avec donc qui va reprendre depuis le début du cours. Et on reprend ici donc le document de synthèse. On va remonter tout en haut parce que je pense qu'il va y avoir... Alors là, voilà, on arrive à ce slide-là. Donc l'instrument de mesure ici on a la flèche qui nous permet de montrer ici l'intensité. Et donc l'instrument de mesure qui mesure l'intensité, ça s'appelle un ampère-mètre. Et donc ce que l'on mesure ici, c'est l'intensité. Quelle est l'intensité dans R? Eh ben, on va regarder nos 4 triangles des lois d'Ohm et de Joule. Donc I, alors il faut que j'ai P, I et R. C'est donc ce triangle-là qui va m'intéresser. Et l'intensité, donc je cache ici l'intensité. L'intensité, puisque ici j'ai caché un carré, la formule va être la racine carrée de P divisé par R. Donc P divisé par R. Donc je prends ma calculette qui est là, que je vais pousser. Alors P, j'efface ça, 25, alors pardon, racine carrée, on va recommencer, racine carrée, ça ouvre ma parenthèse, de 25 divisé par R, donc 10 puissance 3, puisque ce sont des kiloohms. Et la réponse, c'est donc 50 milliwatts. Milliampères, puisque je calcule une intensité. Donc 50 milliampères. Puissance dissipée par R. Donc j'ai donc la puissance, il faut que je recherche la puissance, alors que j'ai la
tension et la résistance. Tension, résistance, puissance. Donc c'est ce triangle-là que je vais utiliser. Donc la puissance, c'est égal à U2 sur R. On y va. U au carré, 6 fois 6 divisé par R 220. 163 10 puissance moins 3, ou 164 10 puissance moins 3. 164 milliwatts. Ça me va bien. On continue. Puissance dissipée dans la charge. Donc la charge, c'est cette résistance. C'est un autre terme pour désigner une résistance. J'ai donc l'intensité, la puissance et la résistance. Donc c'est encore celui-là. P égale RI au carré. R 27 000 multiplié par I au carré, 10 exposant moins 3, puisque ce sont des milliampères, et je mets le tout au carré. 2,7, et là ce sont donc des watts. 2,7 watts, voici la réponse. Quelle puissance est dissipée dans R? Donc là, P égale à, alors je pense que c'est celle-là. Donc R, je m'en fous. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. P, U et I, puisque j'ai U, I, et on me demande P. Alors, P, U, I, hop, toc. Alors, PUI, alors U, 10, multiplié par I, 12 exposant moins 3, puisque je suis en milliampères, et donc ça me fait 120 milliwatts. P égale à UI, ça marche. Puissance dissipée dans R. Donc j'ai U, j'ai R, et on me demande P. U, R et P. La voilà. Donc P est égal à U2 sur R. Donc 6 fois 6. 6 fois 6, ou 6 au carré, comme on veut. Ouais, on va le faire au propre. 6 au carré, que je... P dit, alors, U2 sur R, divisé par R, 600. Donc ça me donne 70 puissance moins 3, donc 60 milliwatts. Puissance dissipée dans la charge, donc puissance dissipée ici dans cette résistance qui fait 33 kOhm, P égale à RI au carré, voilà, c'est cette formule-là. Alors on y va, R, 33 exposant 3, multiplié par I au carré, 50 exposant moins 3, que je mets au carré. Donc ça me fait 82,5 watts. J'ai bien ça comme réponse. Tout va bien. Quelle est la quantité d'électricité débitée dans la résistance? Donc ça, c'est une autre formule. Voilà la quantité d'électricité. Quantité d'électricité, donc c'est des coulombs. Donc c'est l'intensité multipliée par le temps. En secondes. Donc 600 milliampères multiplié par 50 secondes. 600 exposant moins 3,
multiplié par 50. Ça me fait 30 coulombs. Hein, la quantité d'électricité est exprimée en coulombs. Quelle est la quantité d'électricité débitée? Donc la même chose. Alors, la valeur de la résistance, là, elle ne sert à rien puisque c'est la quantité d'électricité. Si la question avait été la quantité d'énergie, là, elle m'aurait servi parce qu'elle m'aurait permis de calculer une puissance. Là, j'ai juste besoin de l'intensité. L'intensité, c'est 1 milliampère, c'est une heure. Donc, je reprends ma belle formule. Donc, 10 exposant moins 3, multiplié par le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, 3600. Et ça me fait 36 coulombs. Énergie dissipée dans R, et donc là, c'est ma deuxième formule sur la quantité d'énergie. Donc je vais calculer d'abord la puissance, puis je vais multiplier par 3600, puisqu'encore une fois, les joules, je prends la puissance que je multiplie par le temps en secondes. Là, en l'occurrence, il faut que je calcule ma puissance que je vais multiplier par 3600, qui est le nombre de secondes en une heure. Quelle est la puissance? P égale à RI au carré. R 100 multiplié par 5 au carré. Ça me fait 2,5 10 puissance 3, donc 2500 watts, que je multiplie par 3600. Et là, ça commence à me donner un nombre assez important, donc c'est 9. Ah, je suis parvenu sur ma calculette. Voilà, donc c'est 9 10 puissance 6, donc ce sont des mégajoules, donc 9 mégajoules. On en arrive à la valeur des résistances. Avec mon code couleur. J'ai plus besoin de ma calculette, mais j'ai besoin de mon code couleur que vous devez avoir toujours sous vos yeux. Je rappelle que ça fait partie des choses à mettre sur sa feuille de brouillon pour ne pas paniquer au dernier moment. Donc rouge, rouge, bleu. Rappelez-vous, il y avait juste besoin d'indiquer sur votre feuille de brouillon l'initiale de la couleur, éventuellement en rajoutant ici viol pour violemment, et donc violet, pour éviter de confondre avec le deuxième V qui est le vert. Après, ça devrait aller. Donc rouge, rouge, bleu, donc rouge 2, donc 2, 2 et 6. Donc 2, 2, ce sont le début de la valeur de la résistance, et 6, c'est le nombre de zéros. Donc s'il y a 6 zéros, ça donne donc des méga-ohms, donc ça fait 22 méga-ohms. Violet, gris, violet, gris, rouge, violet 7, gris 8, rouge 2. Donc ça me fait 7, 8 et 2 zéros, donc 7800 ohms. La couleur or, c'est la tolérance, et cette tolérance n'a pas besoin d'être connue pour l'examen. Ça, c'est une question qui est sur la base de données ANFR. Donc marron, violet, noir, marron 1, violet 7, noir 0. Donc je n'ai pas de 0 à la suite. 0, 0, c'est-à-dire que je n'ai pas de 0. Donc ça me fait 17 ohms. Quelle est la résistance équivalente?
Donc là, mes résistances équivalentes de deux résistances en série, bah, j'additionne mes valeurs. Évidemment, le piège, c'est que ici, c'est des kilo-ohms, ici, des ohms. Donc, il faut que je convertisse soit l'un, soit l'autre. Donc, 0,45 plus 55 plus 550 ohms. C'est donc, ça me fait donc 1000 ohms ou 1 kilo-ohm. Ça tombe bien, j'ai 1 kilo-ohm qui est proposé, mais j'aurais pu aussi avoir 1000 ohms qui était proposé. Tension aux bornes de R2, donc là on commence à rentrer de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc ici, en tout, j'ai 22 volts répartis au prorata de mes résistances. Et donc la valeur ici, ma tension ici sur ma deuxième résistance, ça va être mes 22 volts qui vont être répartis au prorata de mes deux résistances. Donc je reviens sur ma calculette. Ok. Donc ma tension sur la résistance, sur la deuxième résistance, c'est donc 22 que je divise par l'ensemble ici de mes deux résistances, donc 1,5 et 3,3, ça me fait donc 4,8 divisé par 4,8 et que je multiplie par la valeur ici, mes 3,3 kilo-ohms de ma résistance sur lesquelles on me pose la question quelle est la valeur de la tension. Donc ça me fait 16,133. Alors, pourquoi? Ah oui, j'ai mis 4,5. C'est sûr que si je ne mets pas le bon chiffre, 4,8, ça ira mieux. Et donc là, 15,125 ou à 15,13, j'ai une réponse. Alors c'est arrondi, mais c'est la réponse. La puissance dissipée par ces deux résistances, la puissance dissipée par ces deux résistances est de 100 watts. Quelle est la tension U? Oula, alors attention, réfléchissons bien. La puissance dissipée par ces deux résistances est 100 watts. Donc si j'ai la puissance, je vais pouvoir calculer la tension puisque là ici j'ai un ampère. Alors, donc comment calculer donc la puissance dissipée? Donc ici, l'ensemble ici, ça me fait 100 ohms. 100 ohms avec un ampère, P égale R I2, R 100 fois 1 fois 1, ça me fait bien mes 100 watts. Tout va bien. Quelle est la tension si j'ai U donc est égal à R multiplié par I, R ça me fait donc mes 100 ohms, multiplié par un ampère, ça me fait 100 volts. Si j'ai 100 volts ici, et bien sur cette résistance-là, je n'aurai que 70 volts. Il faut essayer de ruser parce que finalement, il y a deux valeurs. Heureusement c'est cohérent, mais voilà, il y a peut-être un peu trop de données pour et c'est peut-être ça qui peut vous perturber. En fait, je n'avais pas besoin ici de connaître la puissance dissipée
puisque j'aurais pu, avec juste ces valeurs-là, calculer la tension et sur l'ensemble, et donc en déduire ici la valeur là. Même encore plus simple, j'ai plein de trucs en trop, j'ai 70 ohms ici, 1 ampère ici, donc la tension, U égale RI, R 70 ohms, I 1 ampère, 70 fois 1, 70 volts. Et donc cette valeur ici de résistance de 30 ohms ne me sert à rien, et ce qui est donné dans l'énoncé que la puissance est de 100 watts, ça ne me sert à rien non plus. Donc en fait, tout ça c'est pour vous faire faire des calculs dans tous les sens, alors que voilà, la question c'est juste l'application de la loi d'Ohm. Et du coup, vous perdez du temps. Valeur de la résistance R2, donc celle-ci. Alors, si j'ai ici 56 volts et ici 103 volts, c'est que ici, sur la résistance de 47 kΩ, j'ai une tension qui est égale à 103 moins 56. 103 moins 56, je sens bien que ça fait 47. Vous pouvez vérifier, mais moins 56, c'est bien ce que je pensais, c'est 47. Donc si cette résistance ici fait 47 kΩ et que j'ai 47 volts, ici celle-ci, où j'ai 56 volts, fera 56 kΩ. C'est proportionnel à la valeur de la résistance. Enfin, tout au moins, la valeur de la résistance est proportionnelle à la tension, ou inversement, la tension est proportionnelle à la valeur de la résistance. Alors. Quelle est la valeur de R? Donc ici, j'ai 2 ampères en tout qui passent. Alors, pardon, non, 2 ampères qui passent en bas, 1 ampère qui passe en haut. Ce qui veut dire que cette résistance-là, comme j'ai 2 ampères qui passent, elle est 2 fois plus petite que cette résistance de 1 kΩ. 2 fois plus petite, donc ça me fait 500 ohms. Là, j'ai absolument pas utilisé ma loi d'Ohm, mais si je veux l'utiliser, je calcule ici la tension sur cette résistance-là. Cette tension, ça me donne donc 1 kΩ et 1 ampère, ça me donne donc 1000 volts. Donc 1000 volts sur cette résistance-là, mais aussi sur la deuxième résistance. Et l'intensité, c'est I est égal à... Ah non, R est égal à U sur I. U, 1000 ohms, divisé par 2 ampères, ça me fait 500 ohms. Donc je peux utiliser soit la loi d'Ohm, soit un petit peu une méthode un peu intuitive sur la répartition de l'intensité dans un groupement parallèle. Ici, alors, donc j'ai 60 mA répartis sur 2 résistances, une qui est 5 fois plus petite que celle-là, donc celle-là va avoir 5 fois plus d'intensité que celle de 10 kΩ. Et donc mes 60 mA vont être répartis en 1/6 ici et 5/6 ici. 5/6 de 60 mA, c'est donc 50 mA. 50 mA, c'est pas une des réponses proposées, mais par contre j'ai 0,05 ampères.
Et 0,05 ampères, c'est bien mes 50 milliampères. Quelle est la valeur du courant dans R1? Donc c'est celle-ci. Bah, c'est toujours la même chose, hein. Ici, j'ai donc 10 volts. Si j'ai 10 volts sur une résistance de 1 kilo ohm, ici j'ai donc 10 milliampères. On ne connaît pas R1, mais je m'en fous, puisque ce que l'on demande, c'est la valeur de l'intensité dans R1. Comme j'ai 10 milliampères qui passent là, 15 milliampères en total. Ici, sur R1, j'ai 5 milliampères. 5 milliampères, ça existe. Et je continue pour voir les résultats, si on ne s'est pas planté. Et ça marche. Voilà, bah je vous laisse faire les deux autres séries, la 39 et la 40, qui sont un peu du même style. Donc voilà, ça va vous permettre de vous entraîner sur ce type de questions sur la loi d'Ohm. Et comme ça, on pourra passer à l'étape suivante, qui est évidemment de compliquer un petit peu tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.